Bienvenue. Allez, on va plonger ensemble dans un chapitre vraiment étrange de l'histoire de France. Imaginez une guerre civile, une révolte qui met le pays sens dessus dessous, mais qui porte le nom d'un jouet pour enfants. C'est l'histoire assez folle du cardinal Mazarin et de la Fronde. Alors, comment est-ce possible? Comment une rébellion aussi sérieuse qui a vraiment failli renverser le pouvoir a bien pu se retrouver avec le nom d'un simple lance-pierre? C'est un peu le mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière, au milieu du XVIIe siècle. La France, à ce moment-là, elle n'est pas au top de sa forme, on va dire. Le roi Louis XIII vient de mourir, et d'un coup, le trône est beaucoup plus fragile qu'il n'en a l'air. Sur le trône, on a un gamin de 5 ans à peine. C'est le futur Louis XIV, mais on est loin, très loin de l'image du roi Soleil. Du coup, le vrai pouvoir, c'est sa mère qui l'a, la régente Anne d'Autriche. Un royaume dirigé par une femme et un enfant, forcément, ça donne des idées à certains qui aimeraient bien contester un peu l'autorité. Mais en coulisses, il y a un autre homme qui tire les ficelles. Et attention, pas n'importe qui. Il a été choisi personnellement par le terrible cardinal de Richelieu pour prendre sa suite. Son nom, Jules Mazarin. Alors, ce Mazarin, qui c'est au juste? Eh bien, premier souci pour les Français, il est italien. Et ça, son accent, ça s'entend tout de suite. C'est aussi quelqu'un de brillant, un super stratège, mais il adore l'argent, ce qui n'aide pas vraiment sa popularité. Et pourtant, même s'il n'est pas né en France, il se donne à fond pour le royaume. On dit de lui qu'il a le cœur français, mais le peuple, lui, a du mal à le croire. Et il faut être honnête, Mazarin, il est hyper efficace. Son chef-d'œuvre, c'est la paix de Westphalie. Le résultat, franchement, il est incroyable. Il assure à la France 150 ans de tranquillité sur sa frontière avec le monde germanique. Normalement, avec un exploit pareil, il devrait être une superstar, non? On pourrait donc se dire que tout le monde l'adore, eh bien, pas du tout. En fait, c'est tout le contraire. Les Français ne peuvent pas le voir. Mais pourquoi? Pourquoi toute cette haine? Et voilà où est le problème. D'un côté, on a Mazarin qui travaille pour l'État, pour la grandeur du royaume. Et de l'autre, le peuple qui, lui, ne voit pas les grandes stratégies. Il voit juste quoi? Un étranger qui augmente les impôts pour financer des guerres lointaines et, à leur avis, pour s'enrichir au passage. La colère monte, monte, et elle est prête à exploser. Et forcément, à un moment, ça craque. Une révolte éclate en plein Paris. Et elle porte un nom. Vraiment bizarre pour une révolte, la Fronde. Mais d'où ça vient, ce nom? Eh bien, ça vient tout simplement de la fronde. Vous savez, le petit lance-pierre que tous les gamins de Paris avaient pour jouer. Au départ, c'est pour se moquer. C'est une façon de dire que cette agitation, c'est pas sérieux, c'est un jeu de frondeur contre l'autorité. Le mot devient complètement viral, comme on dirait aujourd'hui. Il se répand partout, notamment dans ce qu'on appelle les mazarinades, des milliers de petits textes et de chansons qui se moquent méchamment de Mazarin. Et cette petite rime, un vent de fronde s'est levé ce matin, je crois qu'il gronde contre le Mazarin, elle résume tout, cet esprit un peu gamin, un peu rebelle. Sauf que ce qui a commencé comme une blague va devenir très, très sérieux. D'abord, ce sont les juges du Parlement de Paris, quand même la plus haute autorité de justice, qui se rebellent. Et puis, c'est le peuple de Paris qui prend le relais. Des barricades sont construites partout dans les rues. La fronde, ce n'est plus du tout un jeu d'enfant. Et pour le petit Louis XIV, imaginez le choc. C'est un traumatisme qui va le hanter toute sa vie. Il est obligé de s'enfuir de Paris en pleine nuit. Mais le pire du pire, c'est cette image qu'il gardera toujours en tête. Les révoltés qui entrent dans sa chambre avec des torches pour vérifier s'il est bien là, dans son lit. Cette humiliation, il ne l'oubliera jamais. On aurait pu croire que c'était fini. Mais non, c'est là que ça devient complètement fou. Les plus grands nobles de France, au lieu de calmer le jeu, décident que, tiens, c'est amusant, on va participer nous aussi. Et le plus incroyable, c'est l'ambiance. On parle d'une guerre civile, mais elle est menée avec une légèreté déconcertante. Les alliances se font et se défont tous les jours. On peut se battre contre son cousin le matin et dîner avec lui le soir. C'est comme si pour eux, ce n'était pas bien grave. C'était juste un grand jeu de pouvoir. Alors, qui en trouve dans ce grand bazar? La liste est hallucinante. Il y a le peuple, les juges, ok, mais aussi des princes, des ducs, des princesses, et même, tenez-vous bien, les 2 meilleurs généraux du royaume, Condé et Turenne, qui retournent leurs propres armées contre le roi. Non mais c'est le monde à l'envers. Mais s'il y a une image, une seule, à retenir, c'est celle-ci. La grande mademoiselle, qui est la cousine germaine du roi Louis XIV, prend les commandes de la Bastille et fait tirer les canons sur l'armée du roi, sa propre famille. C'est juste hallucinant. Bon, la grande question c'est comment est-ce qu'on sort d'un chaos pareil? Et surtout, qu'est-ce que le jeune roi va bien pouvoir retenir de tout ça? La fin de l'histoire est presque aussi bizarre que le début.
Il n'y a pas eu de grande bataille finale, pas de grand vainqueur, juste tout le monde en a eu marre. Les commerçants, les bourgeois de Paris en ont eu assez de ce jeu qui coûtait une fortune et qui bloquait tout. Les gens voulaient juste retrouver une vie normale. Et Mazarin, dans tout ça, eh bien même quand il a dû s'exiler, il continuait de bosser pour la France. C'est quand même fou de se dire que, juste avant la Fronde, il signe la paix avec le monde germanique. Et juste après, il signe la paix avec l'Espagne. Pendant que le pays était en pleine guerre civile, lui, il a sécurisé les frontières. Une fois que tout est calmé, que la paix est revenue, Mazarin meurt. Le jeune Louis XIV a alors 22 ans. Et là, il prend une décision qui va tout changer. Il annonce à tout le monde qu'à partir de maintenant, c'est lui, et lui seul, le patron. La leçon de la Fronde a été retenue. Alors, pour finir, la Fronde, c'était quoi au juste? Est-ce que c'était juste le dernier caprice des grands nobles avant de se faire remettre au pas pour de bon? Ou alors, est-ce que c'était la leçon fondamentale qui a transformé le jeune Louis XIV en roi soleil? Celui qui allait construire Versailles, justement, pour s'assurer qu'un tel chaos ne puisse plus jamais, jamais arriver. La question reste posée.